comment on tient face à l'existence en période de crise. Le propre de la souffrance, c'est qu'elle prend toute la place. Elle est obsessionnelle et elle prend toute la place. Et avec la méditation, il y a une possibilité de l'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Alors non pas la réduire au sens où ce serait moins important, mais de la réduire au sens où il n'y a pas qu'elle. Et la méditation, nous reliant par définition à l'ensemble des phénomènes, embrasse finalement. C'est vraiment l'embrassement de cette souffrance de telle manière qu'elle puisse être portée, pas simplement par moi. Je vois que c'est pas que moi qui vais assumer mon deuil, c'est pas mon deuil, ma souffrance, mais l'ensemble des phénomènes me permet d'être en rapport à quelque chose qui est beaucoup moins lourd. Ça vous arrive de vous sentir un peu perdu? On ne sait pas très bien ce qui nous arrive. Ou alors on est triste. Non, ça ne vous arrive pas, on est triste, mais on ne sait pas quoi faire avec ça. Ou on est vraiment énervé, ou frustré. Ou je ne sais pas, on peut être en colère. Il y a plein de choses qui nous arrivent. Comment faire pour entrer en relation avec ça? Essayer de sentir ce qui se passe pour trouver une manière juste d'être avec ce qui nous arrive. En fait, c'est pas très souvent expliqué ça, parce que les gens ont l'impression que s'ils sont tristes, il faudrait qu'ils sentent plus leur tristesse. Si on est en colère, il faudrait qu'on soit calme. On n'a pas du tout l'idée que le point central, c'est j'entre en rapport. Je sens, j'écoute ce qui m'arrive, peut-être je comprends un truc, et à partir de là, je peux agir justement. Apprendre à explorer cela, à comprendre comment faire cela très concrètement dans nos vies. Voilà ce que je vous propose dans ce dialogue avec Danielle Moise, qui est philosophe et enseignante de méditation, avec lequel nous partageons un même amour et une même passion pour la manière dont la méditation peut nous permettre d'éclairer nos vies. Vous allez voir, ça va vous libérer de plein de fausses idées sur la méditation et surtout vous montrer comment concrètement ça peut vous permettre de transformer votre existence au jour le jour. Moi, je suis Fabrice Midal, enseignant de méditation depuis une 30aine d'années et fondateur de Réseau, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la principale école de méditation dans le monde francophone et qui propose des stages de méditation de manière très régulière. Vous allez voir, maintenant, c'est sur Dialogue et c'est passionnant. Bonjour Danielle. Bonjour Fabrice. Qu'est-ce qui t'a conduit à te plonger dans la pratique de la méditation et qu'est-ce que tu y as découvert qui a été important pour toi? Alors, c'est la conjonction sans doute de raisons personnelles et de raisons professionnelles, si l'on estime que ma profession, entre guillemets, c'est de pratiquer la philosophie. Les raisons personnelles, c'est que j'avais pressenti qu'il y avait une réponse, alors pas simplement de la méditation, mais de la tradition dont elle était issue, en tout cas pour ce qui concerne celle que nous pratiquons notamment à l'école de méditation, à savoir dans le bouddhisme, il y avait une réponse à la souffrance qui me paraissait très originale, qui n'était pas une réponse doloriste, qui était une réponse qui ne préconisait pas d'éliminer les problèmes, mais de rentrer en rapport avec eux. Alors ça, déjà, ça a été vraiment décisif pour moi, à la suite de deuil, etc. Comment on tient face à l'existence en période de crise. Et je trouvais que la méditation était une manière de se mettre en rapport avec sa propre existence, notamment quand celle-ci a tendance à s'effondrer. Voilà, donc ça c'est la première raison qui est personnelle. Maintenant, la raison philosophique. La raison philosophique, c'est que la méditation me semble une réponse incroyable à la philosophie. Une interpellation de la philosophie qui est fabuleuse. La philosophie, que je ne renie évidemment pas, je reste philosophe, c'est une manière d'entrer en rapport au phénomène, notamment à travers le langage, notamment à travers le phénomène du logos. Et la méditation n'est pas une parole comme une autre, c'est une parole, mais c'est une parole qui est un geste. C'est un geste.
Et se cristallise sur ce geste quelque chose d'inouï de la condition humaine. C'est-à-dire qu'il y a une manière de s'asseoir. Donc, on pratique la méditation généralement de façon assise, même si des personnes qui ont des difficultés pour s'asseoir peuvent le faire autrement. Malgré tout, c'est l'assise, mais cette assise dit quelque chose de l'être debout de l'homme. Moi, c'est ça qui me fascine. C'est-à-dire que l'être humain s'assied, il est en rapport à la terre, en rapport au ciel. Ça dit quelque chose de façon magnifiquement symbolique de notre position très singulière, c'est-à-dire de ce trait d'union. L'être humain est en quelque sorte le trait d'union entre la terre et le ciel. Et méditer, c'est réapprendre ça. Oui. La méditation, c'est je me tais déjà, je rentre en rapport avec le silence. Je m'aperçois que le silence, il n'était pas simplement autour de moi, mais le bruit, le bavardage, etc., n'était pas simplement autour de moi, mais en moi aussi. Et d'un seul coup, je me trouve face au réel. La philosophie a été d'abord l'aventure occidentale de la pensée, ça c'est incontestable. Nous sommes tous philosophes sans le savoir. Donc c'est mieux de le savoir. C'est la raison pour laquelle personnellement je me suis plongée dans cette aventure de façon explicite. Mais la philosophie, comme la pensée occidentale en général, a des difficultés par rapport au corps. Le rapport de la philosophie au corps n'est pas forcément dit. On s'assied d'emblée, c'est le corps qui parle. Parce que la philosophie a tendance à penser l'être humain comme un animal rationnel et d'essayer de se centrer un peu sur la rationalité, et a tendance d'oublier qu'on est des êtres corporels, et dans la pratique, c'est l'inverse. On commence par découvrir qu'on est corporellement présent au monde. Oui. On est corporellement présent au monde. Il y a une possibilité à travers la méditation de se réconcilier avec le réel de façon très simple. Très, très simple. La philosophie a été à la fois, bien entendu, une dénonciation des préjugés, des opinions, des positions subjectives pour essayer de se mettre face à ce qui est. Mais la méditation le fait de façon tout à fait directe. Et dans une certaine mesure, la philosophie, qui a souvent été très conceptuelle, nous a aussi séparés du réel. Et pour moi, ça a été une véritable découverte qu'il y avait une possibilité de se mettre en rapport avec ce qui est, sans passer par la parole, sans passer par le discours, pas même par le dialogue. Mais je me pose... Je vois tout ce qui m'habite à la faveur de cette pause, précisément. Et progressivement, le silence se fait en moi et je suis face à ce qui est. Pour moi, alors pourquoi c'est une interpellation de la philosophie, ce geste ? C'est une interpellation de la philosophie parce que, au fond, la philosophie a aussi concouru à la séparation d'avec le réel dont souffrent les hommes modernes. C'est évidemment pas facile à faire entendre, peut-être, mais la philosophie a souvent été conceptuelle. Alors, les poètes peuvent le savoir mieux que les philosophes, c'est la raison pour laquelle je t'ai amené un petit texte de Fernando Pessoa qui dit une chose qui m'a vraiment bouleversée. Je vais te dire ensuite pourquoi. Voilà ce que dit Pessoa dans les poèmes désassemblés. « Il ne suffit pas d'ouvrir la fenêtre pour voir les champs et la rivière. Il ne suffit pas de n'être pas aveugle pour voir les arbres et les fleurs. Il faut également n'avoir aucune philosophie. Avec la philosophie, il n'y a pas d'arbre, il n'y a que des idées. Il n'y a que chacun d'entre nous, telle une cave. Il n'y a qu'une fenêtre fermée et tout l'univers à l'extérieur. Et le rêve de ce qu'on pourrait voir si la fenêtre s'ouvrait, et qui jamais n'est ce qu'on voit quand la fenêtre s'ouvre. » Et pour moi, la méditation, c'est l'ouverture de la fenêtre. C'est très impressionnant de voir avec quelle simplicité la méditation nous reconduit
à ce qui est. Or, l'homme occidental moderne et la philosophie née, comme le voit très très bien, c'est un texte très profond, mine de rien, d'une grande simplicité et extrêmement profond. La philosophie a concouru à la séparation de l'être moderne d'avec ce qui est. De quelle manière ? De la manière où, tout simplement, la philosophie est quand même un monde d'idées. Ce qu'il dit. On ne voit pas d'arbres, on voit des idées d'arbres. On voit des idées d'arbres. On n'est pas dans le monde, on est dans la cave de son propre esprit. C'est ça. C'est-à-dire que la philosophie a concouru à cette séparation par cette invention d'idées. Ça un texte qui m'a complètement... qui m'est arrivé en plein cœur, parce que quand j'avais 20 ans, je voulais écrire, et je ne savais pas trop pourquoi. Je voulais écrire un livre qui s'appelait, je ne l'ai jamais fait, j'aurais peut-être dû, parce que finalement ça rejoignait ça, je voulais écrire un livre qui se serait appelé « L'homme sans philosophie », l'être humain, ça va de soi, hein. L'être humain sans philosophie. Parce que je voyais bien que la philosophie était à la fois ma raison d'être. C'était quand j'ai entendu pour la première fois en terminale un cours de philosophie, je me suis dit, ah bon, bah, c'est ça, c'est là que je dois aller. Hein, la philosophie m'a appelé. Et en même temps, je sentais que l'histoire de la philosophie et ce que la philosophie avait fait de nous, êtres humains occidentaux, effectivement avait tendance à faire que nous ayons des idées d'arbres, des idées de quoi que ce soit, des idées d'humain, par exemple, l'homme, animal rationnel, par exemple. Voilà une idée. Alors, ce qui est très frappant, si on entend bien ce que tu dis, c'est que ceux qui sont prisonniers de la philosophie que la méditation libère, c'est pas forcément ceux qui sont philosophes professionnels. Des gens qui ont l'impression d'avoir jamais fait de philosophie, qui n'ont peut-être jamais lu un livre de philosophie, sont beaucoup plus prisonniers de cette entente philosophique que dénonce Pessoa qu'ils ne le croient. Ah ben absolument. Ça, il faut expliquer ça parce que c'est très surprenant. C'est tout à fait passionnant ce que tu dis et c'est tellement vrai. C'est-à-dire que nous sommes tous philosophes sans le savoir, surtout en Occident. Quand on dit c'est l'aventure occidentale de la pensée, c'est vrai. Et sans que nous le sachions, nous sommes conditionnés par la philosophie. Ne serait-ce que parce que l'ensemble du phénomène technique est le résultat de la philosophie. Il a fallu des mutations philosophiques pour que nous en venions à ambitionner de devenir comme maître et possesseur de la nature, par exemple. Alors, c'est la formulette de Descartes, comme chacun sait, mais ça a mis un certain temps à se traduire dans la technique, puisque le mot technique n'apparaît pas chez Descartes encore. Le mot sujet, on dit le sujet pensant, c'est Descartes, mais le mot sujet n'apparaîtra que chez Kant, par exemple. Il y a un décalage. Mais nous sommes les héritiers de tout cela, notamment, alors le phénomène technique, il n'y a pas besoin de faire un dessin aujourd'hui pour savoir que le phénomène technique, c'est le meilleur et le pire, et notamment que, en venant pour notre rencontre, je regardais, j'essayais d'être dans une posture méditative pour justement ne pas être dans la préconception et être ouverte à ce que tu allais me poser comme question. Entendre véritablement ce que tu allais me demander. Et je voyais tout le monde. Je pense qu'il devait y avoir sur un wagon de 50 personnes, il devait y avoir 2 personnes qui n'étaient pas sur leur écran. Donc là, on voit très très bien comment les gens sont plus du tout avec ce qui les entoure, sont plus du tout là, sont plus du tout au monde. Et ça, c'est... Comme tu dis, c'est le résultat de la philosophie. Autrement dit, telle personne qui utilise son téléphone portable ne sait pas du tout que c'est la concrétisation effective de la philosophie, mais pourtant ça l'est. Et bien entendu, alors évidemment, il faut ruser. C'est ce que sans doute on est en train de faire là, c'est-à-dire qu'à travers la technique, à travers les écrans, nous allons pouvoir essayer de lancer un cri pour dire « asseyez-vous simplement, regardez les fleurs, les arbres ». Et n'ayez pas d'idée, suspendez toute idée sur les arbres, les fleurs, etc. Et ça m'a complètement impressionné. La première fois que je suis venue à un des séminaires que tu organisais, je suis ressortie et en sortant de ce séminaire, je ne voyais physiquement pas les choses comme je les voyais une semaine plus tôt. Ce qui est le cas systématique. Enfin, pratiquer, c'est ça. Pratiquer, c'est ça. C'est transformer complètement notre manière d'être au monde et de voir le monde. C'est ouvrir le voile. Un voile se déchire. Bien sûr, j'avais toujours vu des fleurs et des oiseaux, mais on pratique une semaine dans le silence et on fait silence en soi,
On se dépouille de toutes ces... Alors, on se dépouille de soi-même, hein. C'est génial ce qu'il dit. Hein. Il dit, c'est extraordinaire, ce petit texte tellement simple. Hein. Les poètes, quelquefois, ont des illuminations. On le sait avec Rimbaud. Mais c'est ça l'illumination. Hein. C'est-à-dire, c'est pas un truc complètement barré. Au contraire, d'un seul coup, déchire. C'est quelque chose se déchire et je suis à nu face au réel. Donc la poésie est à même de faire ça aussi. Mais la méditation aussi. Hein. Il dit, il n'y a que chacun d'entre nous, telle une cave. C'est-à-dire que je suis enfermée dans mon petit monde intérieur, dans ma petite subjectivité, et je suis plus en rapport avec ce qui est. Et donc, c'est... il y a peut-être autre chose hein, que la méditation pour interpeller la philosophie. Il y a certainement autre chose. Il y a la poésie, notamment. Hein, mais c'est sûr que la méditation est le moyen le plus direct, le plus radical pour accéder à ce qui est comme c'est. Or, dans un monde où l'idéologie dominante, c'est que l'homme doit décider de ce qui est, eh ben non, c'est pas vrai. L'homme ne doit pas décider de ce qui est. Assieds-toi et tu vas voir ce qui est. Et là, tu pourras peut-être t'ajuster à ce qui est. Donc, c'est un renversement, c'est un bouleversement. Merci Fabrice, parce que non mais c'est vrai. Alors, j'avais déjà entendu parler de la méditation, j'avais essayé de la pratiquer un peu. Je viens à ton séminaire et je le fais. Et je t'en entends parler et nous montrer, nous guider dans ce mouvement. Et je m'aperçois physiquement que c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que la méditation est une ouverture. Une ouverture, j'en connais pas d'autres. Hein. Encore une fois, il y a peut-être d'autres choses. Hein, mais, et puis, je suis toujours très, très prudente par rapport à toute... c'est pas une solution. Je ne veux pas laisser entendre que ça y est, la méditation va tout résoudre, c'est pas de ça du tout qu'il s'agit. Mais en revanche, il s'agit bel et bien de se remettre face à ce qui est comme c'est. Alors, à ce qui est comme c'est en ce qui concerne mes émotions, qu'est-ce que je fais de ça ? D'un seul coup, je suis dans une grande colère, je me pose, je suis toujours dans la grande colère, qu'est-ce que j'en fais de ça ? Et apprendre qu'on peut faire autre chose que dégager ma grosse colère et essayer de rentrer en rapport avec elle, voir ce qu'elle me dit, etc., c'est complètement salutaire et c'est complètement, à ma connaissance, sans équivalent. Voilà. Donc, cette invitation à renouer avec le silence comme berceau de la parole, pour un philosophe, c'est complètement précieux, puisque la parole, c'est son élément. L'élément de la philosophie, c'est la parole. Mais retrouver ce lien avec le silence et voir comment c'est ce silence qui va faire que nous puissions avoir une parole authentique, c'est-à-dire qui dit quelque chose véritablement du réel, et être en rapport avec une parole qui est une parole corporelle, ce qui est unique. Non, j'exagère, le théâtre, c'est aussi une parole corporelle. Hein, mais voilà, hein, ça fait vraiment partie des gestes éminents. Et ce qui est très très beau, c'est la simplicité de la chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être agrégé de philo pour faire de la méditation. N'importe qui peut faire, s'asseoir, se mettre en rapport à ce qui est, rencontrer ses propres émotions, etc. etc. Donc, ça a été pour moi un voile qui se déchire. Tu disais au début de notre entretien que ça a eu aussi un impact dans ton rapport à la souffrance. Oui. De quelle manière cette manière d'entrer en rapport à ce qui est transforme notre rapport à la souffrance ? Moi, ça a été le premier pas. Je n'ai pas du tout pensé à la philosophie. Quand je suis rentrée en deuxième approche et en découverte, j'ai découvert ce que je viens de te dire. En revanche, c'est vraiment une motivation personnelle qui m'a amenée à la méditation, c'est-à-dire que j'avais traversé des deuils avec lesquels je ne savais pas trop comment faire. Et j'oscillais un peu entre je me coupe de ça, parce que sinon je ne peux pas le soutenir, ou bien je suis dans la rumination de cette souffrance, et puis si j'arrête de souffrir, c'est qu'au fond, j'aimais pas vraiment les gens que j'aimais, bon, etc. Il y a tout ce... Voilà. Et là, j'ai découvert une voie médiane qui me permettait de rencontrer cette souffrance sans s'y laisser empêtrer. Et oui, et pour la plupart des gens, c'est une possibilité jamais entrevue. Jamais entrevue. Tu dis très bien, soit je nie la souffrance, soit je m'enfonce dedans, oui.
et que la méditation nous propose de nous relier à elle authentiquement et que ça permet de plus en être à ce point victime, Oui, voilà, qui est très peu su. absolument. Cette pratique qui métamorphose la souffrance sans l'annuler, sans l'annuler. Quand on est dans un état de souffrance, notamment à la suite de deuil, on est dans l'idée que si, enfin en tout cas moi j'y étais, que si comme on dit, on passe à autre chose. Voilà. On trahit ce qu'on a aimé. On trahit ceux qu'on aime, ceux qu'on a aimés. C'est tout le paradoxe. On voudrait moins souffrir, mais en même temps, on a peur de ne plus souffrir. C'est ça. Parce qu'en ne souffrant plus, on perdrait le lien. Absolument. Et on ne veut pas perdre le lien avec ceux qu'on a aimés. C'est ça. C'est ça. Et à travers la méditation, il y a une possibilité d'être dans... de prendre acte de ce qu'on a vécu, de ne pas le reléguer, de ne pas le refouler, ce qui est le mouvement naturel de l'esprit qui a évidemment été magnifiquement décrit par la psychanalyse, à très très juste titre. Donc je peux rentrer, là aussi ouvrir une fenêtre sur cette souffrance sans en être anéanti. Et comment elle peut à la fois me retenir, mais aussi me faire avancer. C'est-à-dire que la métamorphose de cette souffrance, comment je vais réussir à rester en lien avec qui j'ai aimé sans en être anéanti. Et ça a été véritablement une découverte aussi. L'expérience, parce que là, c'est vraiment pas l'idée, l'expérience que la souffrance peut être porteuse, sans dolorisme. C'est ça la chose très subtile dans l'expérience de cette pratique, de cette mise en rapport avec les émotions. La possibilité d'abord de trouver une force qui va permettre de le faire. Ça, moi, j'ai été complètement enthousiaste quand tu as commencé à transmettre la méditation à partir de l'expérience de la force. C'est-à-dire que spontanément, comme ça, si je suis complètement démunie, je peux pas. Mais je me relie à la force de la terre, du ciel, de l'assise, de tous les éléments familiers qui m'entourent. Je trouve une espèce d'alliance avec le monde qui va me permettre de rentrer en rapport à ma propre souffrance qui va... le propre de la souffrance, c'est qu'elle prend toute la place. Elle est obsessionnelle et elle prend toute la place. Et avec la méditation, il y a une possibilité de l'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus vaste qui va d'une part, alors non pas la réduire au sens où ce serait moins important, mais de la réduire au sens où il n'y a pas qu'elle. Et la méditation, nous reliant par définition à l'ensemble des phénomènes, embrasse finalement. C'est vraiment l'embrassement de cette souffrance de telle manière qu'elle puisse être portée, pas simplement par moi. Je vois que c'est pas que moi qui vais assumer mon deuil, c'est pas mon deuil, ma souffrance, mais l'ensemble des phénomènes me permet d'être en rapport à quelque chose qui est beaucoup moins lourd. Alors tu pratiques depuis un grand nombre d'années. Tu enseignes maintenant la méditation au sein de l'école dont on a parlé, Oui. que j'ai fondée il y a une vingtaine d'années. Quelle est la principale difficulté que les gens ont, que tu vois quand tu enseignes la méditation ? Qu'est-ce qui fait obstacle ou blocage ou... Ce qui pourrait faire obstacle, c'est l'idée que tout doit avoir un résultat. Or, tout ce que je te dis là, c'est dans le temps de notre échange. Mais ça va se jouer dans la durée. Alors, comme on vit sous la dictature de tout de suite maintenant, et que, effectivement, si je pratique 8 jours, peut-être... Alors, ce qui est très impressionnant aussi, c'est que ça nous fait faire l'expérience d'une ouverture, d'un soulagement, mais qui ne vont pas cesser de se perdre encore et à nouveau, de telle manière qu'il va falloir y revenir. Je ne vais pas m'installer dans l'attitude où, tiens, finalement, maintenant, moi, je sais ce que c'est que la souffrance et je vais pouvoir faire avec. Non.
Non, 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 ça marche pas du tout comme ça. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on souffre, on ressouffre comme si c'était la première fois. Et donc, on va devoir se réasseoir. Voilà. Le problème n'est pas réglé. La méditation n'a pas réglé le problème de mon existence. Et donc, dans une idéologie où il faut que tout soit réglé, ça va pas être évident pour un grand nombre de personnes. Alors certainement que l'idéologie du développement personnel qui participe de la montée en puissance de la subjectivité, ça c'est un des éléments, c'est un des visages. Hein, comment la méditation est récupérée par le monde, par l'univers de la subjectivité, eh bien c'est le développement personnel. C'est-à-dire, voilà, je vais régler le problème de ma vie, je vais forcément aller toujours bien, je vais pouvoir éliminer tous les problèmes que je vais rencontrer et je serai donc de plus en plus efficace dans mon existence pour affronter les problèmes, pour régler les choses, bon, etc., etc. Donc ça, c'est la récupération de la méditation par l'univers ambiant. Et ça fait bien sûr obstacle. Et puis, je crois que par la méditation, il faut être un peu... la méditation est d'abord un exercice de patience. Si je crois que ça y est, c'est bon, tout est réglé, et puis non, ça n'arrive pas. Tout n'est pas réglé. Je vais toujours avoir tel problème relationnel avec telle personne. Je vais toujours divorcer. Je vais toujours avoir tel problème de santé. C'est toujours là. Non, alors là, c'est vraiment... j'ai été remboursé. Donc voilà, toute cette idéologie consommatrice aussi. Consommatrice. Je vais consommer de la méditation comme je consomme n'importe quoi d'autre, comme je vais consommer de la musique ou n'importe quoi. Or, non. C'est pas... L'efficience de la méditation est une efficience absolument différente de l'efficience du monde moderne. Et donc ça, évidemment, si on veut que de l'efficience telle que le monde moderne la propose, la méditation est strictement inopérante. Donc, du coup, on va se lasser puisque ça ne va pas produire. Et puis aussi, je crois qu'il y a cette idée qu'une fois que j'ai découvert la méditation, je vais rentrer dans un monde parfait. Donc, je ne fréquenterai que des méditants qui font jamais aucun bug sur le plan relationnel, qui sont absolument angéliques. Or, pas du tout. Je vais rencontrer des humains assez ordinaires et qui ont des problèmes relationnels eux aussi. Hein, alors là, effectivement, dans cette idéologie suivant laquelle on doit régler les problèmes, évidemment, ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, je peux être très découragé, très déçu. Il y aura alors, ça c'est décrit d'ailleurs par les traditions méditatives. Il y a la lune de miel, celle que je viens de décrire. Je médite une semaine, je vois le monde tout à fait autrement. Et puis après, je retrouve mes factures à payer. Voilà. Donc, dans la mesure où on est dans cette idée qu'il va falloir s'installer dans une solution, toutes les idéologies politiques n'ont parlé que de ça au cours du XXe et XXIe siècle. Voilà, monde communiste, on aura tout réglé les problèmes. Le nazisme, c'est terrible, mais c'est pareil. Non, c'est pas ça. La méditation va m'inviter à toujours revenir à la méditation. Elle ne va jamais m'installer dans un monde idéal dans lequel tout le monde serait gentil, tout le monde serait parfait, personne ne me blesserait jamais. Ça, non. Et quand tu enseignes, qu'est-ce que tu vois comme une découverte qui frappe le plus les gens? On a vu quel était leur obstacle, mais qu'est-ce que les gens découvrent? Là, tu as dirigé plusieurs stages où en 5 jours, on initie les gens à la méditation. Qu'est-ce qui te frappe de ce qu'ils découvrent? Beaucoup de choses. D'abord, il y a un certain nombre de personnes qui découvrent, qui se découvrent un droit à l'émotion, par exemple. Alors ça peut être très spectaculaire. D'ailleurs, des gens en larmes, etc. D'un seul coup, ils touchent
leur propre cœur, en quelque sorte. Hein. Donc ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup frappé, des gens en larmes. Des gens qui découvrent qu'ils ont un cœur. C'est ça. Et accès à leur cœur. Ils ne voyaient plus comment avoir accès à leur cœur. Il y a une libération complète de découvrir qu'on a le droit d'avoir un cœur comme il est. Oui. L'autorisation aussi à être ce qu'on est, avec ses limites. Hein, on ne va pas devenir un parfait... quoi que ce soit. Qu'au fond, l'idée qu'on avait que pour être un être humain, il fallait être parfait, on la laisse tomber dans la pratique. La pratique nous montre que ça n'a pas de sens. Que ça n'a pas de sens. Que c'était un faux projet, oui. Même si celui qui est dominant aujourd'hui. Oui. Oui, et ça c'est une grande libération. Ce que je découvre aussi, ce que je vois, c'est que les gens découvrent leur propre richesse. Ça, c'est très, très beau. Très, très beau. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont découvrir leur propre souhait de participer à cette œuvre commune, chacun à sa place, en toute humilité. Je trouve ça très, très, très beau, ça. Moi, je suis très impressionnée à l'école par chacun des stages qui sont organisés, séminaires, de retraites diverses et variées, parce que ce ne sont presque jamais des professionnels de l'hôtellerie, de l'accueil, du tourisme. Non, jamais. Et c'est une perfection. Alors pour le coup, c'est une perfection au sens où d'un seul coup, les choses se mettent à chanter. Et ça, c'est tellement bouleversant de voir ces gens qui, pour rien, ils ne vont pas pouvoir mettre ça sur leur curriculum vitae. Ça, voilà, cette ouverture, cette capacité de don, ça, vraiment, je trouve ça très, très étonnant. Très étonnant. Et puis toujours, cette capacité qu'a la méditation, oui, d'ouvrir les cœurs. En 5 jours, je me rappelle une fois, j'étais pas du tout enseignante, d'ailleurs j'étais simplement volontaire sur un stage, et j'avais été chargée à un moment donné de diriger un groupe d'études. Et il y avait un monsieur, je pouvais pas ouvrir la bouche, tout de suite il m'agressait. Je devais représenter je sais pas quoi pour lui, une autorité peut-être. Et donc, c'était systématique. Et puis le visage très fermé, très très fermé, on voyait une espèce de ressentiment sur lui. Et bien 5 jours plus tard, on faisait des selfies ensemble. Il avait plus physiquement la même tête. Ça, moi, je suis toujours très impressionnée, ça, de voir l'effet réel que ça a sur les gens. Il se passe quelque chose. Voilà. Alors maintenant, il va retourner chez lui, il doit avoir le même visage fermé maintenant. Hein, mais voilà, il va falloir refaire. Ou peut-être qu'il aura continué à pratiquer. Ou peut-être qu'il aura continué à pratiquer. Voilà. Et donc, c'est une proposition. Les gens ne sont pas enfermés, hein, ils peuvent ne pas revenir. Ça peut avoir ouvert un horizon. Ça, c'est très, très important. C'est absolument libre. Nous pouvons partir, revenir, bon, etc. Et ça, je trouve que c'est extraordinairement précieux. De faire l'expérience à des gens qui peuvent changer, qui peuvent, en un temps assez court finalement, parce que c'était en l'occurrence un stage de 5 jours, en 5 jours se produit quelque chose par quoi les êtres humains alors, peuvent être en relation les uns avec les autres, s'ouvrir à leur propre cœur, aux autres, à leur propre richesse, à des projets qu'ils avaient laissés tomber, qu'ils redécouvrent, etc., etc. Et ça, je trouve que c'est extrêmement précieux. Eh bien, merci infiniment, Danielle. J'espère que ça donnera envie à plein de gens de découvrir la méditation et de découvrir tous les stages qu'on propose au sein de Réseau et de venir t'écouter transmettre la pratique de la méditation. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci Fabrice pour ton accueil. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, parce que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.